Familière, cet inconfort qui finit par transformer le travail à la maison en une sorte d'épreuve physique. On s'installe un peu où on peut, souvent penché sur l'ordinateur portable, peut-être même sur la table de la cuisine. Alors aujourd'hui, justement, on va se pencher, mais sans se faire mal au dos cette fois, sur un sujet qui est devenu essentiel, l'ergonomie du poste de travail à domicile. Et pour nous guider, on va s'appuyer sur les infos et les conseils d'une vidéo YouTube qui m'a semblé très pertinente, de la chaîne HSE Study X. Le titre, c'est Office Ergonomics, Optimize Your Home Workspace Setup. Notre mission, si on peut dire, c'est de décortiquer un peu pourquoi c'est si crucial de bien aménager son espace de travail chez soi. Surtout, avec l'explosion du télétravail, on le sait, et surtout comment des ajustements, parfois étonnamment simples, peuvent faire une différence énorme. Pour le confort, bien sûr, mais aussi pour la productivité. Franchement, ça touche tellement de monde maintenant. Alors, prêt à rendre cet espace de travail maison plus sain, plus efficace? Pour démarrer, il faut peut-être réaliser à quel point ça a changé récemment, non? Et pourquoi ce sujet est si pressant aujourd'hui? Oui, c'est une excellente entrée en matière. Parce que le monde du travail, il a basculé, mais de manière spectaculaire ces dernières années. Vraiment. Pour donner une idée, il y a une statistique assez frappante du Bureau of Labor Statistics américain. En 2023, à peu près 40% des travailleurs aux États-Unis faisaient du télétravail. Au moins en partie. 40%, c'est énorme. C'est énorme. Ça fait des dizaines de millions de personnes qui ont, pour beaucoup, du jour au lendemain, quitté un bureau, un environnement qui était potentiellement conçu pour le travail prolongé. Oui, un bureau classique, quoi. Voilà. Et ils l'ont échangé contre quoi, le plus souvent? Comme vous disiez, des installations improvisées. Le canapé, un coin de table dans la salle à manger, parfois même le lit. Ah oui. Le contraste est saisissant par rapport au bureau traditionnel qui, bon, même s'il n'était pas parfait, soyons honnêtes, offrait souvent du mobilier ajustable, des équipements dédiés, et puis il y avait certaines normes de sécurité, de confort. À la maison, on est souvent livré à soi-même. On fait avec les moyens du bord, quoi. Et j'imagine que le corps, lui, il n'aime pas trop cette improvisation sur la durée. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Le corps, il paye le prix de ces installations qui sont souvent inadaptées. On constate une augmentation très très nette des troubles liés à ces mauvaises postures prolongées. Les douleurs lombaires, ça explose, les tensions aux poignets deviennent super fréquentes. Mhm. Sans parler de la fatigue oculaire, les écrans mal positionnés, l'éclairage pas terrible, tout ça, ça joue. Et c'est pas juste des petits inconforts passagers, hein. Non, j'imagine bien. Et ces problèmes, ils ont un coût réel, je suppose, pas juste pour la personne. Un coût énorme, oui, et à plusieurs niveaux. Le National Safety Council américain, par exemple, estime que près de 30% des accidents du travail non mortels, ceux qui nécessitent des jours d'arrêt, sont liés à une mauvaise ergonomie. 30%. Oui, les entorses, les foulures, les douleurs chroniques. Et le coût annuel pour l'économie américaine, tenez-vous bien, c'est estimé à environ 50 milliards de dollars. 50 milliards. Oui, entre les soins médicaux, les arrêts maladie, la perte de productivité, ce petit bureau de fortune à la maison, il peut finir par coûter très très cher. À l'individu, bien sûr, mais aussi à la collectivité. Ah oui, 50 milliards de dollars, c'est colossal comme chiffre. Ça montre bien, c'est pas du tout un sujet anecdotique en fait. Absolument pas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même une prise de conscience qui commence à émerger. On le voit au niveau réglementaire, par exemple aux États-Unis, avec des directives comme la norme OSHA 29 CFR 1910.9, qui poussent à appliquer des principes ergonomiques même pour le travail à domicile. Mais on le voit aussi au niveau des entreprises elles-mêmes. La source qu'on analyse cite l'exemple d'une boîte new-yorkaise qui, en 2024, a vu les jours d'arrêt maladie de ses employés en télétravail chuter de 20%. Ah ouais, quand même. Oui, simplement après leur avoir proposé une formation spécifique sur l'ergonomie de leur poste à la maison. Donc l'idée commence à faire son chemin. Négliger l'ergonomie à la maison, ça a des conséquences bien réelles, sur la santé et sur les finances. C'est fou de réaliser tout l'impact financier et sanitaire qu'il y a derrière ce qui semble juste être au départ un petit inconfort quotidien. Alors, pour qu'on soit bien clair, quand on parle d'ergonomie, c'est quoi exactement? On entend beaucoup ce terme, mais qu'est-ce que ça recouvre concrètement? C'est une très bonne question parce que le terme peut faire un peu technique, un peu jargon, mais l'idée de base, en fait, elle est assez simple. L'ergonomie, c'est la science, ou on pourrait dire l'art, d'adapter l'environnement de travail, donc les outils, l'espace, les tâches même, aux capacités et aux limites du corps humain. L'objectif, au fond, c'est de concevoir le poste de travail pour qu'il s'ajuste à la personne, et pas l'inverse. D'accord.
Plutôt que de forcer le corps à adopter des postures inconfortables ou contraignantes, on modifie l'environnement pour favoriser une posture qui soit naturelle et efficace. On ajustait un vêtement sur mesure pour son espace de travail, c'est ça, pour éviter que ça tire quelque part ou que ce soit mal coupé pour notre corps. C'est une très très bonne analogie. Exactement ça. Et les bénéfices de ce sur-mesure, ils sont multiples. Et ils sont bien documentés. La source, par exemple, elle mentionne, en s'appuyant sur différentes études, des gains de productivité qui peuvent aller jusqu'à 25%. Ah oui, 25%, c'est pas rien. Non, c'est énorme. Mais c'est assez logique en fait. Quand on est débarrassé des distractions liées à la douleur ou à l'inconfort physique, on peut mieux se concentrer sur ce qu'on fait. Moins de micro-interruptions mentales parce qu'on a mal au dos ou au poignet. Ça libère des ressources cognitives tout simplement. Et au-delà de la productivité, j'imagine qu'il y a l'évidence même, on a moins mal, non? Oui, bien sûr. La réduction de la douleur et de la fatigue, c'est le bénéfice le plus direct, celui qu'on ressent le plus vite. Mais ça entraîne aussi, souvent, une meilleure concentration, moins de stress, et même un meilleur moral au travail. Se sentir bien physiquement dans son environnement de travail, ça a un impact psychologique positif qui est indéniable. Et justement, à la maison, c'est quoi les pièges les plus courants, ceux qui nous éloignent de cet idéal ergonomique? Qu'est-ce que la source pointe comme erreur fréquente qu'on fait tous un peu? Oula, les problèmes classiques, ils sont nombreux dans les installations maison improvisées. Le plus répandu, c'est sans doute la mauvaise posture générale, cette tendance qu'on a à s'avachir sur sa chaise, ou au contraire à se pencher trop vers l'écran. Oui, coupable. Ensuite, il y a l'utilisation de mobilier qui est totalement inadapté. Les chaises de salle à manger sans aucun soutien lombaire, les tabourets, les canapés, tout ça, ce n'est absolument pas fait pour passer des heures assis à travailler. Un autre point critique, c'est la hauteur du plan de travail. Le bureau trop haut ou trop bas, ça force les épaules et les bras dans des positions qui ne sont pas du tout naturelles. Et enfin, un problème quasi systématique avec les ordinateurs portables, l'écran qui est posé à plat sur la table, beaucoup trop bas. Ça oblige à courber le cou, la nuque, pendant des heures. C'est la recette quasi parfaite pour les douleurs cervicales. Ah oui, l'écran du portable posé sur la table, je plaide coupable aussi. Je me suis surprise 1000 fois à plisser les yeux vers mon écran, le cou tendu comme une tortue. On s'en rend pas forcément compte sur le moment en plus. Et ces petits défauts, quand ils s'accumulent, ils peuvent avoir des conséquences bien réelles. La source donne l'exemple d'une travailleuse indépendante en Californie en 2024 qui souffrait de maux de tête chroniques liés à son travail. En ajustant simplement la hauteur de son écran et en améliorant sa posture assise, ces maux de tête ont disparu. Ça montre bien qu'il ne s'agit pas forcément de tout révolutionner ou de dépenser des fortunes. C'est là que ça devient vraiment intéressant, je trouve, et la source le souligne bien. L'ergonomie, c'est pas forcément une affaire d'experts ou de matériel hyper sophistiqué. C'est d'abord une question de prise de conscience et puis d'ajustement logique. Il faut un peu écouter son corps, en fait. Exactement. Et ces ajustements logiques, ils commencent par quelques éléments fondamentaux. Vraiment la base d'un espace de travail sain. Si on devait établir une priorité, le premier élément, et peut-être le plus crucial, c'est le siège, la chaise. Il faut oublier le tabouret de cuisine ou le fauteuil super design, mais qui n'est absolument pas fonctionnel pour travailler. Investir dans une chaise de bureau réglable, qui offre un bon soutien lombaire, c'est vraiment la pierre angulaire. Et qu'est-ce qu'on cherche comme réglage idéal pour cette chaise? Alors, l'idéal, selon les recommandations classiques, celles que rappelle la source, c'est d'avoir les pieds bien à plat sur le sol, ou sur un repose-pied si on est plus petit ou si la chaise est un peu haute. Les genoux doivent former un angle d'environ 90 degrés. Et le bas du dos doit être bien soutenu par le locet. Les accoudoirs aussi, c'est important, s'il y en a, ils doivent permettre aux épaules d'être détendues, pas haussées. L'exemple du travailleur texan qui est cité dans la vidéo est assez parlant. En 2024, il bossait tout le temps sur son canapé, il a acheté une chaise ergonomique pour environ 100 $. Résultat, ses douleurs dorsales chroniques ont disparu. Ah ouais, Ça montre qu'un changement significatif est possible, même sans se ruiner complètement. clairement, 100 $ pour se débarrasser de douleurs chroniques, l'investissement a l'air rentable. Et pour le bureau lui-même alors? La hauteur du bureau, c'est le deuxième pilier. La règle d'or, elle est assez simple à visualiser. Quand on tape au clavier, les coudes doivent être à peu près au niveau du plan de travail. Et les avant-bras doivent être parallèles au sol. Pour la plupart des adultes, ça correspond à une hauteur de bureau d'environ 74 cm, soit 29 pouces. Oui, mais bon, beaucoup de bureaux à la maison, ils sont pas réglables en hauteur. On fait comment dans ce cas? C'est vrai, c'est souvent le cas. Alors, si le bureau est trop bas
On peut essayer de surélever la chaise si elle le permet, et si on peut toujours garder les pieds au sol ou sur un repose-pied. Si le bureau est trop haut, là, le repose-pied devient quasi indispensable pour maintenir la bonne posture des jambes. Et on peut éventuellement utiliser un plateau de clavier ajustable qu'on fixe sous le bureau pour rabaisser le clavier. Et si on utilise un ordinateur portable, la solution la plus fréquente, c'est de le poser sur un support pour que l'écran soit à la bonne hauteur. Ah oui? Et d'utiliser un clavier et une souris externe posés, eux, sur le bureau. L'important, c'est vraiment de viser cette position neutre pour les bras, les poignets, les épaules. Ce qui nous amène tout naturellement au troisième point essentiel, l'écran. Tout à fait. Le positionnement de l'écran, c'est capital pour éviter les tensions dans le cou et le haut du dos. La règle générale, c'est que le haut de l'écran doit se situer au niveau des yeux ou juste un tout petit peu en dessous. Et l'écran doit être placé à une distance confortable pour lire, généralement à une longueur de bras à peu près. Ça permet de garder la tête droite, d'éviter de se pencher en avant ou de lever le menton constamment. Et là aussi, un petit ajustement, parfois ça suffit. Souvent, oui. La source donne un autre exemple. Un télétravailleur en Floride qui, en 2024, a simplement acheté un rehausseur d'écran. Un truc à une vingtaine de dollars. 20 $? Oui. Et ce simple ajout lui a permis de réduire considérablement la tension cervicale qu'il ressentait en fin de journée. Donc si on met bout à bout ces trois éléments, une chaise adaptée et bien réglée, une hauteur de bureau correcte et un écran bien positionné, on a déjà construit les fondations d'un poste de travail qui est beaucoup plus sain et préventif sur le long terme. C'est vraiment la base, indispensable. D'accord, donc chaise, bureau, écran. Ça, c'est la sainte trinité de l'ergonomie de base, si je comprends bien. Ça constitue déjà une fondation solide pour transformer son coin bureau. Mais est-ce qu'on peut aller plus loin? Y a-t-il d'autres optimisations pour ceux qui veulent vraiment peaufiner leur installation ou qui ont peut-être des besoins plus spécifiques? Oui, bien sûr. Une fois que cette base est bien en place, on peut explorer d'autres options pour améliorer encore le confort et aussi la dynamique de travail. Une tendance qui est assez forte et qui est plutôt bénéfique, c'est l'alternance des postures. Rester assis toute la journée, même sur une excellente chaise, ce n'est pas idéal pour le corps. C'est là qu'interviennent les bureaux assis debout ou, de manière plus accessible, les convertisseurs de bureaux. Ah oui, les convertisseurs, qu'est-ce que c'est exactement ce truc? En gros, ce sont des plateformes qu'on pose sur un bureau qui existe déjà. Et ça permet de surélever l'écran et le clavier pour pouvoir travailler debout une partie du temps. La source indique qu'on peut en trouver autour de 150 $ à peu près. L'intérêt principal, c'est de pouvoir changer de position facilement pendant la journée. Ça stimule la circulation sanguine, ça réduit la fatigue musculaire et ça combat un peu les effets négatifs de la sédentarité prolongée. L'exemple de l'employée de l'Oregon l'a mentionné dans la vidéo. Elle a adopté un convertisseur en 2024 et elle a constaté un vrai regain d'énergie et une diminution de ses douleurs aux épaules. Ça illustre bien le bénéfice. Intéressant comme option pour varier un peu, c'est vrai. Et à part ça, est-ce qu'il y a des petits accessoires qui peuvent faire une différence? Des petits plus? Absolument. Il existe toute une gamme d'accessoires ergonomiques qui peuvent vraiment apporter un plus, selon les besoins. Par exemple, un plateau pour clavier, vous savez, un truc coulissant qu'on met sous le bureau. Oui. On en trouve autour de 30 $. Ça peut aider à positionner le clavier pile à la bonne hauteur et avec la bonne inclinaison pour garder les poignets dans une position neutre. Ça, c'est crucial pour prévenir les tensions et le fameux syndrome du canal carpien. Un repose-pied, on en a parlé, ça peut être très utile si les pieds ne touchent pas parfaitement le sol une fois la chaise bien réglée. Et pour ceux qui travaillent debout, même juste de temps en temps, un tapis anti-fatigue, ça peut améliorer significativement le confort au niveau des jambes et du dos. C'est pas négligeable. D'accord, donc il y a des solutions matérielles, des petits ajouts possibles, mais la source, elle insiste aussi sur autre chose qui ne coûte rien du tout cette fois, c'est ça? Oui, et c'est peut-être l'un des conseils les plus importants. Et pourtant, c'est souvent celui qu'on oublie le plus facilement. L'importance capitale des pauses régulières. Et des pauses actives. L'équipement, ça ne fait pas tout. Notre corps, il n'est tout simplement pas fait pour rester immobile dans la même position pendant des heures et des heures. La recommandation générale, que rappelle la source, c'est de faire une courte pause toutes les 30 minutes environ. Toutes les 30 minutes? Mais ça peut paraître beaucoup, non? On n'arrête jamais de s'interrompre? Pas forcément une longue pause café à chaque fois. L'idée, c'est juste de casser la posture statique. Se lever, faire quelques pas dans la pièce, s'étirer doucement pendant 1 minute ou 2, regarder au loin par la fenêtre pour reposer un peu les yeux. C'est essentiel pour relancer la circulation, pour détendre les muscles qui sont sollicités et pour prévenir l'accumulation de tension.
La source fait même référence à un post sur X de 2024 de l'organisation WorkSafe USA Ah oui. qui mettait en avant une petite routine d'étirement simple qu'on peut faire au bureau justement pour aider à prévenir le syndrome du canal carpien. Et comment on fait pour y penser, sérieusement? Prise dans le feu de l'action, le travail, on oublie. Un moyen très simple et qui est étonnamment efficace, utiliser un minuteur. Un timer sur son téléphone ou sur l'ordi, on le règle sur 30 minutes, et quand ça sonne, hop, on se lève. C'est une habitude à prendre, c'est sûr, mais elle est incroyablement bénéfique. Au final, tous ces petits changements, varier les postures, utiliser quelques accessoires judicieux si on en a besoin, et surtout, bouger régulièrement, c'est ça qui transforme une installation de travail un peu statique et subie en un environnement qui est dynamique et qui respecte le corps. C'est une perspective plutôt encourageante, je trouve. On voit que c'est pas forcément si compliqué que ça en a l'air. Mais, à l'inverse, si on ne fait rien, quels sont les risques réels à long terme? Si on ignore un peu tous ces principes d'ergonomie, ça donne quoi au-delà de l'inconfort passager? C'est là qu'il faut bien comprendre que l'ergonomie, ce n'est pas un luxe ou un truc nice to have. C'est un véritable investissement pour sa santé future. Ignorer ces principes, c'est s'exposer à un risque qui est accru de développer ce qu'on appelle des troubles musculo-squelettiques, les fameux TMS. Ah oui, les TMS. On entend beaucoup cet acronyme. Concrètement, ça recouvre quoi comme problème, Sam? Ah, ça recouvre un éventail assez large de pathologies qui touchent les muscles, les tendons, les nerfs, les articulations. Principalement au niveau du dos, du cou, des épaules et puis des bras et des mains. Dans le contexte du travail de bureau, on pense tout de suite au syndrome du canal carpien, bien sûr, cette compression du nerf médian au niveau du poignet qui provoque des douleurs, des engourdissements, une perte de force dans la main. Mhm. On pense aussi aux tendinites, à l'épaule ou au coude. Le fameux tennis elbow peut aussi venir de la souris. Les lombalgies chroniques, les sciatiques, ce sont des affections qui peuvent devenir très très douloureuses et même parfois invalidantes sur le long terme. Ce sont des problèmes vraiment sérieux, donc pas juste des petites douleurs passagères. Ah non, tout à fait. Et ces problèmes, ils ont un coût humain qui est important, évidemment, mais aussi un coût financier qui est considérable. La source qu'on utilise cite une estimation du National Safety Council qui chiffre le coût médical moyen pour traiter un seul cas de TMS lié au travail autour de 20 000 $ aux États-Unis. 20 000 $ par cas? C'est énorme. Oui, et la prévalence, elle n'est pas négligeable du tout, hein. En 2023, on estime qu'il y a eu 1,8 million de travailleurs américains qui ont signalé des blessures ou des maladies professionnelles liées à des facteurs ergonomiques. Donc on comprend mieux pourquoi la prévention est si cruciale. Il vaut vraiment mieux agir en amont. Oui, c'est clair. Investir un peu de temps et éventuellement un petit peu d'argent dans son installation, ça peut potentiellement éviter beaucoup de souffrance et aussi pas mal de dépenses futures. Exactement. Et il y a un autre bénéfice qui est peut-être moins quantifiable, mais qui est tout aussi important à mon avis, c'est l'impact sur l'équilibre global, sur la qualité de vie. Quand on passe ses journées de travail sans douleur, sans accumuler cette fatigue physique excessive qui est liée à une mauvaise posture, eh bien on dispose de plus d'énergie, de plus de disponibilité pour sa vie personnelle, pour sa famille, ses loisirs, ses passions. L'exemple du travailleur de Chicago qui est évoqué dans la vidéo est assez touchant, je trouve. Après avoir optimisé son poste de travail à domicile en 2024, il a pu reprendre les randonnées avec ses enfants. C'était quelque chose qu'il ne pouvait plus faire avant à cause de ses douleurs. Ah oui, c'est un bel exemple. Donc l'ergonomie, ce n'est pas juste une question de bien travailler, c'est aussi une question de bien vivre, tout simplement, en dehors du travail. Une meilleure qualité de vie globale, c'est vrai que c'est un argument puissant. Et ça soulève effectivement une question plus large sur la manière dont on envisage la pérennité de ce modèle de travail à distance qui s'est tellement développé. Comment on le rend soutenable pour les gens sur le long terme. C'est une réflexion qui est essentielle pour l'avenir du travail, oui. Assurer la santé et le bien-être des travailleurs à distance, c'est un enjeu majeur pour que ce mode d'organisation reste une option qui soit viable et positive pour tout le monde. Tout à fait. Alors, si on devait résumer le message principal de notre exploration d'aujourd'hui en s'appuyant sur les infos de HStudyX, ce serait peut-être ça. Le pouvoir d'améliorer significativement son quotidien, en télétravail, il est réellement à portée de main. Prévenir les blessures, booster son confort et même sa productivité, c'est possible. Grâce à des ajustements ergonomiques, dont beaucoup sont finalement assez simples et accessibles, l'idée clé, c'est que notre espace de travail à la maison, il peut et il doit être un lieu de confort et d'efficacité, pas une source de douleur ou de frustration. D'ailleurs, la source lance une sorte de petit défi, une invitation à l'action immédiate, choisir
une seule petite chose à ajuster cette semaine. Ça peut être de rehausser enfin cet écran d'ordinateur portable ou de vérifier le réglage de sa chaise, ou tout simplement de programmer ce fameux minuteur pour penser aux pauses et aux étirements. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, la vidéo mentionne qu'il existe des ressources utiles comme des checklists d'auto-évaluation ergonomique. On peut en trouver par exemple sur le site hsstudy.in apparemment. Chaque petit pas dans la bonne direction, ça compte. C'est une excellente façon de conclure sur l'action individuelle, oui. Et peut-être, pour élargir un peu la perspective, une dernière pensée à méditer. Au vu des bénéfices qui sont maintenant clairement démontrés de l'ergonomie sur la santé des employés, mais aussi, on l'a vu, sur leur productivité, ce qui intéresse légitimement les entreprises, quelle part de responsabilité les employeurs pourraient, ou peut-être devraient, assumer dans l'aménagement ergonomique des postes de travail à domicile de leurs équipes? Est-ce que ça devrait faire partie intégrante du package télétravail en quelque sorte? C'est une question fondamentale, oui. Comment ça pourrait redéfinir le contrat de travail à distance? La notion même de lieu de travail sécurisé et sain, même quand il est au domicile. C'est un vaste sujet de réflexion pour l'avenir du travail, c'est certain. En effet, ça interroge vraiment sur la manière dont on va collectivement intégrer ces enjeux de santé physique dans les nouvelles formes d'organisation du travail qui émergent.